Merci Pierre. On a appris et bien compris que la prise en charge des patients avec maladie inflammatoire, ça représente un vrai teamwork et un grand rôle dans ce team. Ça appartient à l'infirmière spécialisée qui s'occupe des patients. Niki, et c'est alors un grand plaisir et privilège de souhaiter la bienvenue à Adeline Reynard qui travaille dans le groupe du professeur Michetti de nous éclaircir sur le rôle de l'infirmière. Ah, vous êtes les deux. OK. Alors, dites-moi qui vous êtes. Georgia Gauduzo, qui travaille aussi chez Professeur. OK. Bonjour. Bonsoir à tous. Merci d'être là malgré la chaleur. Je m'appelle du coup Georgia. Ça fait 4 ans que je suis infirmière. J'ai été formée à l'école de la Source. J'ai travaillé 4 ans à l'hôpital de Bienne en médecine interne. Et là, ça fait 1 an que je travaille auprès du professeur Michetti et ses collègues médecins. Je te laisse. Bonsoir, je m'appelle Adeline. Je suis donc également infirmière. Je suis infirmière depuis 20 ans. J'ai fait mes études en France et je travaille depuis 5 ans à GastroGap également. Alors, à travers cette présentation, on va vous montrer du coup le rôle de l'infirmière au sein d'un centre gastro-entérologique pour l'accompagnement des personnes atteintes du NICI. Et l'objectif, c'est de vous montrer que vous n'êtes pas seul face à la maladie. Et on est là pour vous aiguiller, vous informer et vous soutenir tout au long de votre étape, de votre parcours. Je vais commencer par une brève présentation du déroulement de la présentation. Alors, on va avoir une introduction. Ensuite, je partirai sur des explications sur la mission que nous avons, Adeline et moi et mes collègues infirmières au sein du centre. Des cas pratiques que Adeline nous parlera. Et une conclusion et des questions qui sont les bienvenues. Alors, dans notre entourage, c'est vrai qu'on a vraiment passablement discuté quand on a présenté, on s'est penché sur cette présentation pour la concocter, du coup. Passablement de gens nous demandent souvent, mais en fait, pourquoi on devrait aller voir des infirmières alors que je suis suivie par un gastro-entérologue? Et c'est vrai que nous, c'est évident parce qu'on y est depuis des années, mais du coup, vu qu'on part bientôt en vacances, on a dit pourquoi on ne transférerait pas ça au niveau de l'aviation? Pourquoi finalement on a une chef ou un chef de cabine alors qu'il y a un pilote de ligne dans l'avion? Et en fait, on s'est penché sur cette question, et c'est 2 rôles totalement différents mais complémentaires. Et qui a un seul but, c'est d'être au plus près des passagers. On a le pilote de ligne qui est là pour la direction du vol, les décisions importantes. Et on a la chef de cabine qui est là pour assurer la sécurité, l'accompagnement et être là lors des inquiétudes tout au long du vol. Et elle fait le lien entre le pilote de ligne et les passagers. Et du coup, chez nous, c'est la même chose au centre. On fait vraiment le lien entre les patients et les médecins. On est là pour assurer la continuité des soins, vous informer, vous guider et répondre à toutes vos questions. Et le gastro-entérologue est là pour prendre les décisions importantes, mettre en place des traitements, poser un diagnostic et bien plus encore. Mission de l'infirmière au sein de notre centre. Du coup, on a 2 grandes missions au sein du centre et on jongle entre les deux. On a la partie plutôt endoscopique et la partie plutôt des suivis des patients NICI, où là, on les suit durant les traitements et les consultations infirmières. Je vais vous parler brièvement de l'endoscopie, ce n'est pas le sujet du jour, mais on voit des patients qui sont atteints ou non de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. On est là pour répondre à des besoins s'il y a des troubles digestifs, des douleurs abdominales, pour des préventions du cancer colorectal, investigation pour des intolérances au gluten, ou que sais-je, plein d'autres choses. Mais on est aussi amené à voir des patients qui sont atteints de maladies de Crohn ou rectocoliques, où là, les patients sont amenés à faire des contrôles endoscopiques de manière assez régulière,
où là, on va pouvoir voir l'évolution endoscopique de la maladie, mais également voir si le traitement, s'il y en a un mis en place, la maladie répond bien au traitement. Qui dit chronicité de la maladie, dit chronicité des traitements. Heureusement, voilà, on voit des patients souvent. On a des patients qui sont là depuis des années suivis chez nous. Et c'est des patients qui viennent toutes les 2 semaines, voire toutes les 8 semaines. Ça, tout dépend du traitement que vous avez. Nous, au cabinet, on fait des traitements intraveineux par perfusion ou des voies sous-cutanées par injection. Pour les perfusions, c'est des traitements qui sont de 30 minutes à une durée de 2 heures. On accueille les patients, on vérifie qu'il n'y a pas de contre-indication à l'administration du traitement, pas d'infection en cours, pas d'antibiothérapie en cours. On s'entretient tout le temps avant de passer la perfusion ou tout autre traitement. On s'entretient tout le temps avec, lors d'une consultation infirmière pour évaluer les symptômes à l'aide de scores. Pour évaluer l'intervalle entre les 2 doses, pour voir s'il y a eu des symptômes qui se sont aggravés, des nouveaux symptômes, des symptômes qui ont disparu. On fait tout le temps des bilans sanguins afin d'avoir des suivis sur l'état de santé. Et on fait également des complémentations de vitamines, que ce soit via d'ordonnance ou des injections de vitamine D, vitamine B12. On surveille aussi on vous surveille tout au long de l'injection. Et on a aussi les voies sous-cutanées où là on a 2 groupes, on va dire 2 groupes de patients. On a les patients qui viennent chez nous faire leur injection, mais on a également les patients qui font seuls de manière autonome à domicile. Pour les patients qui viennent chez nous, c'est un peu le même principe que les voies intraveineuses. On fait des entretiens pour évaluer la situation actuelle. On fait des prises de sang aux 6 mois, voire plus rapprochées aux besoins. Et on vous accompagne tout au long de votre traitement. Par contre, pour les personnes qui font à domicile, de manière autonome, on a tout un pan, un petit peu d'éducation thérapeutique, où là, on vous explique comment réaliser votre injection à domicile. Au sein de notre centre, sauf cas exceptionnel, on aime bien voir durant la phase d'induction, les 3 premières injections, on aime bien que vous les fassiez chez nous au cabinet pour qu'on puisse vous montrer le geste, pour pouvoir vous montrer les gestes du coup, de sécurité, d'hygiène, vous montrer comment on élimine la seringue après l'injection, comment conserver la seringue, qu'elle soit bien conservée au frigo, et tout ce qui est des conseils pour les voyages. On fournit également des flyers et des glacières au besoin pour le transport des médicaments. Notre rôle n'est pas seulement au niveau de la technicité, mais également au niveau relationnel. Au sein de notre centre, toutes les infirmières, on place la relation soignant-soigné au cœur de notre approche. C'est vrai qu'on a la chance de réaliser des consultations infirmières au sein du centre, donc les patients se déplacent chez nous, ou des téléconsultations par téléphone. Ces consultations, elles visent qu'on puisse voir les patients dans un délai maximum de 48 heures, donc un délai très rapproché, en cas de nouveaux symptômes, de poussée, d'inquiétude ou tout autre symptôme. Il faut savoir que les consultations infirmières, elles sont toujours médico-déléguées, elles sont toujours discutées avec le médecin. Donc le patient arrive, on fait une anamnèse poussée, un recueil de données, on fait les premiers gestes, une prise de sang, on vous donne un kit calpro et bien d'autres choses. Mais ensuite, on voit toujours le médecin pour pouvoir en discuter avec lui et savoir si on va avoir d'autres traitements à mettre en place. Ça nous permet d'avoir un suivi rapproché des patients et également avoir une vision globale et holistique. Alors, au-delà des manifestations physiques des MICI, elles peuvent avoir un impact significatif sur beaucoup de domaines de la vie quotidienne. Elles peuvent affecter la vie familiale, sociale, scolaire, professionnelle. Elles peuvent engendrer une souffrance psychique,
altérer l'image corporelle, voire provoquer un isolement social. C'est pourquoi dans cette seconde partie, nous avons choisi de mettre en lumière l'importance du rôle relationnel infirmier, qui à travers des questions, un accompagnement individualisé va permettre de mettre à jour les besoins du patient dans leur globalité, en proposant une prise en charge holistique qui soit centrée sur le patient et non pas uniquement sur la maladie. Pour illustrer mes propos, je vais vous présenter le cas de 2 patients. On a bien évidemment volontairement choisi des noms d'emprunt. Donc le premier cas est celui de Madame Dupont. C'est une patiente âgée de 50 ans. Elle est suivie chez nous pour une maladie de Crohn qui a été diagnostiquée il y a 30 ans. Elle n'a jamais eu besoin de recevoir un traitement biologique et dans le cadre de son suivi, elle se présente mensuellement à notre cabinet pour des injections de vitamine B12 et à peu près tous les 6 mois, un bilan sanguin. En décembre 2025, au cours d'un rendez-vous infirmier, elle manifeste une charge émotionnelle importante et se met à pleurer. Elle évoque spontanément les difficultés qu'elle rencontre dans l'accompagnement de son papa, qui est lui-même atteint d'une MICI. L'infirmière va identifier des signes d'épuisement et lui proposer un temps d'échange plus important pour essayer de comprendre plus en détail la situation. Dans cette situation, l'infirmière a un rôle d'écoute et en tentant d'installer un entretien bienveillant, un discours bienveillant, va tenter de comprendre ce qui explique le mal-être de cette patiente. La patiente va évoquer des symptômes personnels, notamment des douleurs articulaires au niveau des mains, qui progressivement l'ont limitée dans des activités qui étaient importantes pour son bien-être. En l'occurrence, il s'agissait du tricot et de l'équitation. Ces loisirs étaient très significatifs pour elle. La patiente, en fait, va demander à compléter le bilan sanguin qui était initialement prévu par des analyses rhumatologiques, estimant qu'une consultation avec un médecin n'est pas nécessaire en l'état. Cependant, au vu des symptômes décrits et puis de l'impact sur la vie de la patiente, l'infirmière juge important une évaluation plus globale par le médecin référent de cette patiente. Elle s'est montrée assez réticente dans un premier temps et a fini par accepter de rencontrer son médecin gastro-entérologue. Et au terme de l'évaluation médicale, un traitement biologique a été instauré. Plusieurs mois après, l'infirmière revoit cette patiente qui exprime que son état de santé que son état en général s'est fortement amélioré. Elle est très satisfaite de pouvoir de nouveau pratiquer les activités qui étaient très importantes pour elle. Je vais vous montrer notre vignette. Et elle exprime en fait un regain d'autonomie, de bien-être et puis une amélioration significative de sa qualité de vie. C'est ce qu'on a essayé de vous présenter avec ce schéma où en fait l'initiation du traitement a permis la diminution des symptômes de la patiente, la reprise des activités qui étaient importantes pour elle, et puis on appelle ce cercle un cercle virtueux, parce que d'une démarche positive, il y a beaucoup de choses positives qui se sont enchaînées pour cette patiente, et puis elle a pu retrouver ce qui comptait pour elle et le contrôle sur sa vie. Voilà. Et cette patiente, en fait, ce que montre cette situation, c'est l'importance du rôle relationnel infirmier qui, à travers un espace d'écoute et de dialogue, a permis de révéler une problématique qui n'était pas exprimée par la patiente au premier plan. Cette personne est très investie dans son rôle de proche aidante et avait progressivement relégué ses propres besoins au second plan, allant jusqu'à banaliser des symptômes qui étaient pourtant très invalidants pour elle. Le second cas est celui de Madame Durand. C'est une jeune patiente de 24 ans qui est suivie chez nous pour une colite. Elle est maman d'un enfant de 4 ans et le diagnostic de sa maladie a été posé il y a 4 ans. Elle est actuellement en apprentissage. C'est une patiente qui bénéficie d'un nouveau traitement biologique depuis 1 an et sur le plan médical, son évolution est favorable. Le dernier bilan endoscopique montre une nette diminution de l'activité inflammatoire.
Cependant, elle décrit une fatigue importante et sollicite régulièrement des arrêts de travail. Au cours d'un rendez-vous mensuel d'administration de son soin, l'infirmière va tenter de comprendre ce qui motive la multiplication de ses demandes. La patiente se confie sur le fait qu'elle n'a pas souhaité informer son employeur et ses enseignants de sa maladie. Cette situation provoque une inquiétude permanente. Elle exprime également que son employeur a déjà formulé la possibilité que son poste puisse être mis en péril du fait des absences répétées. Elle va exprimer également qu'elle a toujours des besoins impérieux et fréquents, assez réguliers d'aller aux toilettes, avec des passages pouvant durer de nombreuses minutes. Dans son contexte professionnel et scolaire, elle ne se sent pas en mesure de justifier ses absences répétées. Elle va... cette situation va provoquer chez elle une anxiété permanente et un stress qui contribue probablement davantage à son mal-être que l'activité inflammatoire elle-même. L'infirmière va évoquer les difficultés rencontrées par la patiente avec son médecin gastro-entérologue référent. Au terme de la consultation, il y a des adaptations qui vont lui être proposées au regard de ses habitudes de vie. Une diminution de son taux d'activité professionnelle lui est proposée. Cette situation, elle soulève la question de la légitimation de la maladie et de sa divulgation dans la sphère scolaire et professionnelle. Si les MICI ont un impact important dans bien des domaines de la vie quotidienne, elles restent des maladies invisibles dont les manifestations sont parfois méconnues de l'entourage. Les symptômes digestifs appartiennent à une sphère intime du corps. Il est encore parfois difficile d'aborder ces sujets de manière ouverte. La question de la divulgation de la maladie est quelque chose de très personnel et le rôle du médecin comme de l'infirmière, c'est d'accompagner le patient dans ce qui est le mieux pour lui et qui correspond le mieux à ses conditions. Merci. Je vais laisser Georgia faire la conclusion de notre présentation. Alors voilà, pour terminer ce moment avec vous, on a fait un bref schéma où là, on a deux approches. On a plutôt l'approche, je ne sais pas si vous voyez, l'approche biomédicale, donc du médecin, où on a une vision centrée sur la maladie, où là, on a le diagnostic, tout ce qui est endoscopique, traitement, symptômes. Et il est vraiment là pour comprendre et traiter la maladie. Et on a notre regard un peu plus centré sur la personne. On a deux champs de compétences différents, mais ces deux approches ne sont pas du tout antagonistes, mais elles sont interreliées et interconnectées. On travaille toujours en pluridisciplinarité et on a tous un objectif commun, que ce soit les médecins et les infirmières, en travaillant ensemble, c'est de vous prodiguer les meilleurs soins possibles, de vous accompagner tout au long de votre parcours et répondre au mieux à vos besoins dans l'individualité du patient. Chaque patient est différent, chaque patient est unique et chaque prise en charge aussi l'est. Merci de votre écoute. Merci mesdames, vraiment un fantastique jeu de dia aussi, elles étaient vraiment scotchées, très belle qualité. Je suis sûr que ça pose des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire? Je masque un peu la lumière parce que je suis ébloui. Oui, madame a une question. On va vous donner un micro. Oui. Merci. Merci pour la présentation. Je trouve vraiment, je suis contente qu'elles aient présenté. Moi, on m'a diagnostiqué un Crohn en 1984 au CHUV. J'ai été avec l'équipe du CHUV jusqu'à ce que je parte et que je suive l'équipe de GastroGeb. Et cette manière de faire,
j'ai vraiment trouvé très très bien, bien que j'étais contente au CHUV, et je pourrais plus vivre sans toute l'équipe de toutes les infirmières, parce qu'il n'y a pas que les deux qui sont, à mon avis, fantastiques, et je les remercie, parce que vraiment, pour le quotidien, c'est, je trouve, dans les maladies chroniques, et donc je vous remercie, le professeur Michetti, d'avoir fait ce GastroGed avec cette organisation. Merci. Merci à vous. Encore une fois, vous pourrez les voir encore après durant le thé et leur poser des questions plus précises si vous le désirez. Merci. Et en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Merci Pierre. J'aurais encore une toute petite question. Adhérence thérapeutique, ça c'est aussi quelque chose que vous demandez les patients répétitivement en consultation. Alors, est-ce que les patients prennent les médicaments régulièrement? Et dans les patients qui prennent pas les médicaments régulièrement, qu'est-ce que vous avez identifié comme empêchement? Alors, adhérence thérapeutique aux médicaments, c'est ça. Vous avez vérifié aussi l'adhérence thérapeutique, et si vous faites ça, qu'est-ce que les patients vous disent le plus fréquemment? Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas suivre la médication? Comme on voit essentiellement des patients qui reçoivent des traitements biologiques, les patients que l'on voit en général adhèrent au traitement. C'est peut-être différent pour les gens qui seraient sous JAK ou autre chose. Voilà. C'est plutôt des choses qu'on voit à la limite au début de la maladie, ou des gens qui rechutent et pour qui il est nécessaire d'instaurer un traitement biologique. Des fois, en fait, c'est au-delà de l'acceptation du traitement, les gens acceptent la maladie, mais moins bien le traitement dans ces cas-là. Et puis, il y a un travail à faire là-dessus. Merci bien encore une fois et félicitations.